Alors bonjour à tous, donc vous allez regarder donc la fiche de cours donc sur les éléments chimiques, donc en premier enseignement scientifique. Alors donc on a vu donc ce que c'était que des éléments et la répartition des éléments chimiques dans l'univers. Donc on a vu que l'univers était formé donc de 118 éléments chimiques, l'hydrogène étant l'élément chimique le plus abondant. Il représente à lui seul 75%, c'est-à-dire les trois quarts des atomes présents dans l'univers. Alors on va voir que ça c'est dû au fait que c'est l'élément surtout le plus léger. Sur Terre, on a observé 94 éléments chimiques à l'état naturel, 24 autres ont été donc artificiellement créés. Les éléments sont répartis de manière inégale dans l'univers. En effet, on trouve majoritairement de l'hydrogène et de l'hélium dans les étoiles. Tandis que sur Terre, la Terre, elle est principalement formée d'oxygène, de fer, de magnésium, de silicium. Oxygène, fer, magnésium, silicium. Alors que les êtres vivants, nous, sommes principalement, quand je dis êtres vivants, ça veut aussi peut-être les végétaux, hein, sont principalement aussi composés donc de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote, CHON. Donc au niveau il y a vraiment une répartition des éléments dans l'univers qui est en fonction des échelles, pas du tout la même. Et on va voir tout à l'heure, un petit peu plus loin, à cause de quoi c'est dû. Donc au niveau des représentations, vous pouvez faire des représentations dans des documents qui sont sur des formes de camembert. Vous pouvez faire des histogrammes. Donc là, c'est pour l'abondance des éléments dans l'univers. Donc on voit bien que l'hydrogène, ici, c'est à peu près les trois quarts. Après, vous avez de l'hélium. Donc quand vous avez les deux, vous avez majoritairement les deux éléments. Et après, il y a tout le reste, les autres, dans lequel vous avez ici de l'oxygène et tous les autres éléments en carbone. Je ne vais pas tous les faire. Pour ici, la croûte terrestre, on voit bien que c'est oxygène, silicium, aluminium, fer. Et pour le corps humain, les principaux oxygène, carbone, hydrogène, azote. Alors ensuite, on a parlé de radioactivité. Alors, on vous a dit que certains noyaux sont instables. Alors, quand on est instable, ça veut dire que, par exemple, si vous êtes sur un pont et que vous mettez sur un pied, sur un fil, et vous êtes dans un équilibre, si vous tenez en équilibre, mais un équilibre instable. C'est-à-dire qu'il suffit que vous subissiez une petite poussée et puis vous allez vous retrouver par terre. Donc, il y a des noyaux qui sont instables, c'est-à-dire que quelque chose qui est instable à long terme, il finira par se désintégrer et par revenir à une position qui est stable. Et dans le cas de votre fil, si vous êtes sur un fil accroché avec votre pied, si vous marchez, vous finirez par terre, parce que c'est la position à laquelle vous êtes la plus stable, énergétiquement. Alors pour les noyaux, quand les noyaux sont instables, on dit qu'ils sont radioactifs. La radioactivité, c'est un phénomène naturel, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on regarde la télévision, mais c'est tout à fait naturel, qui résulte de la transmutation, donc d'un noyau en un autre. En gros, vous avez un noyau radioactif qui va se transmuter, se dismuter en un autre. Ainsi, donc, les désintégrations successives ont contribué à la formation des 94 éléments que l'on trouve sur Terre. C'est donc ici, donc c'est du fait de cette radioactivité successive qu'on a pu former tous les éléments radioactifs. La radioactivité, donc, elle est aléatoire, inéluctable, spontanée, irréversible et indépendante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Aléatoire, ça veut dire qu'on ne peut pas tellement prévoir quand est-ce qu'elle va se produire. Inéluctable, ça veut dire qu'en gros, ça va se produire. Spontanée, ça veut dire qu'elle a besoin de rien pour se produire. Irréversible, ça veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Ça veut dire qu'une fois que par exemple ce noyau de polonium s'est désintégré en plomb et en noyau hélium, je ne peux pas revenir en arrière. C'est irréversible. Et indépendante de la substance dans laquelle se trouve le noyau, c'est-à-dire que le polonium, il soit dans une matière ou dans une autre, de toute façon, s'il est radioactif, il va se désintégrer. Donc c'est indépendant de matière. Au niveau des réactions nucléaires, donc on a vu deux types de réactions que sont la fusion et les réactions nucléaires dans les étoiles. Alors la fusion, à l'origine de la synthèse des noyaux. Les premiers atomes ont été formés quelques minutes après le Big Bang. L'univers était alors extrêmement chaud, 1 milliard de Kelvin. Donc pour avoir la température en degrés, vous enlevez 273 degrés. Vous avez vu vous rendre compte que pour 1 milliard de degrés, ça n'a pas changé. Pour 1 milliard de Kelvin, vous n'allez pas enlever grand-chose. Donc c'était extrêmement chaud et très 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 dense. Très 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 dense. Donc les particules élémentaires se sont agglomérées pour former des noyaux d'hydrogène, de deutérium, d'hélium, de lithium. Cette réaction est appelée donc la fusion nucléaire. Donc c'est une réaction nucléaire où des noyaux légers se choquent pour former un noyau plus lourd tout en libérant de l'énergie. Donc ça nécessite soit ça s'est produit lors du Big Bang parce que c'était dans un milieu très dense et très chaud. Donc ça nécessite de l'énergie et surtout ça en libère pour ensuite pouvoir en former d'autres. Alors les autres réactions nucléaires au cœur des étoiles. Donc vous avez les autres éléments donc, se sont formés au sein des étoiles par réaction de fusion donc entre des noyaux légers
pour former des noyaux plus lourds. Donc ça veut dire que petit à petit, vous avez des réactions nucléaires de fusion qui ont eu lieu entre des noyaux légers. On a par exemple l'hydrogène, le deutérium, ça a formé de l'hélium. Ensuite, vous faites réagir ensuite deux petits, le deutérium par exemple avec de l'hélium, vous formez du lithium, etc., etc., et vous obtenez après les 94 autres éléments. On trouve ainsi plusieurs éléments comme l'oxygène qui sont apparus, Z égale 8, le carbone, Z égale 6, mais aussi des noyaux plus lourds comme le fer, qu'on retrouve dans la croûte et dans le noyau terrestre. Sous l'impact des neutrons ou de particules plus légers, certains noyaux peuvent subir des réactions de fission. Il se forment alors des noyaux plus légers. Donc la réaction de fission, c'est pas la même chose que la réaction de fusion. Dans la fusion, vous avez deux noyaux légers qui fusionnent pour former des noyaux plus lourds. Et tout ça en libérant de l'énergie. Dans la fission, vous avez un noyau, généralement assez gros, qui, sous l'impact d'un neutron ou d'une particule légère, donc lui va se casser pour former des noyaux plus légers. C'est ce qu'on appelle la fission. Alors la fission, c'est ce qu'on utilise dans les centrales nucléaires. On exploite des réactions de fission, par exemple de l'uranium. Et en ce moment, on essaye si vous avez entendu parler du projet ITER, on essaye de reproduire donc, ce qui se passe sur le Soleil, et d'exploiter donc l'énergie libérée lors des réactions de fusion. Et c'est pas encore tout à fait au point, mais si on arrive à régler tous les problèmes techniques, on risque de produire une grande source d'énergie. Ensuite, la matière formée est éjectée dans l'espace lorsque les étoiles explosent. Donc il faut imaginer que tout ça, ça se passe, une réaction de fusion au cours de la vie de l'étoile. Donc il se forme, vous avez majoritairement donc, de l'hydrogène, du deutérium dans les étoiles, on forme ensuite de l'hélium, petit à petit du lithium, etc. Et à un moment, donc, la matière est éjectée quand l'étoile explose. Elle explose dans sens dit, donc quand elle devient un stade vous avez peut-être entendu parler des supernovas. Donc dans ce cas-là, ça explose. Et dans ce cas-là, les éléments chimiques se répartissent donc dans tout l'univers avec des proportions différentes en fonction des lieux, mais c'est à cause de ces explosions d'étoiles qu'on a pu enrichir aussi donc tous les éléments chimiques qui se trouvent dans l'univers. Alors ensuite, il faut bien imaginer tout ça, bien sûr, ça a pris du temps. Donc le Big Bang, c'était à peu près il y a 13 milliards d'années. Là, le Soleil, il est à peu près à 5 milliards d'années de vie. Et on verra, donc on a déjà vu qu'il lui reste à peu près la moitié. Donc tout ça, ça s'est pas fait comme ça en une demi-seconde. Les réactions nucléaires, donc ça c'est une image que je trouvais bien, que j'ai trouvée dans un manuel, pour vous représenter donc les deux types de réactions nucléaires. Donc ici on vous rappelle là une réaction, donc ici regardez bien les flèches, vous avez deux noyaux, vous en formez un autre qui est plus gros. Donc là vous avez un noyau d'hydrogène d'isotope 2, vous avez un hydrogène isotope 3, vous formez ici donc de l'hélium avec Z égale 2, 4 nucléons, plus un neutron et de l'énergie. Donc là vous avez petit, vous formez un plus gros, fusion. Et donc on libère de l'énergie. Ensuite, au cours d'une réaction de fission, regardez bien, vous avez un noyau ici d'azote, 7,15, qui va réagir avec un noyau d'hydrogène 1, 1, donc un proton et un nucléon, c'est normal. Et si vous avez, est-ce qu'il y a un neutron là-dedans? Ben non, puisque 1 moins 1, ça fait 0. Donc ici, vous allez trouver, ça en réaction de fission, vous allez trouver donc C6, 12, plus de l'hydrogène 4, 2, qu'on note aussi des particules alpha. Donc ça, c'est une réaction de fission. Vous avez un noyau, on va dire un gros noyau, qui, sous l'impact d'une particule plus petite, un noyau d'hydrogène, ou un noyau, ça peut être autre chose, une autre particule plus petite, pas plus petite que l'hydrogène, mais plus petite que généralement que l'atome d'azote, que le noyau d'azote, pardon. Donc vous formez ici donc un noyau qui est plus léger, puisque ici vous avez 7, ici vous obtenez 6. Donc si ça, c'est une réaction de fission. Et cette réaction libère aussi de l'énergie, 4,93 mégaélectronvolts. Dans le cas de la réaction qu'on se voit exploiter dans le projet ITER, ça c'est juste pour votre culture, c'est la réaction à partir de l'hydrogène. Trouver de l'hydrogène sur Terre, il suffit d'aller dans l'eau de mer, il y en a plein. Et ça ne produirait pas de déchets radioactifs. C'est pour ça aussi en gros, malgré les problèmes techniques, on ne désarme pas parce que dans les centrales nucléaires, quand on exploite ici en réaction de fission ici, de ce type-là dans les centrales nucléaires, on produit des déchets radioactifs qu'il faut traiter, enfouir, alors que si on pouvait reproduire cette réaction-là ici dans les centrales, sans déchets radioactifs, ça serait quand même beaucoup plus pratique pour la Terre et les futures générations.
Alors ensuite, on va voir que la datation de la radioactivité est un phénomène naturel, bien entendu, qui va nous permettre de dater. Alors ensuite, dans ce phénomène-là, l'instant de désintégration d'un noyau radioactif est isolé et est aléatoire. Donc pour un noyau isolé, c'est-à-dire que vous en prenez un, vous l'isolez. Donc dans ce cas-là, c'est aléatoire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prédire quand est-ce qu'il va se désintégrer. Quand le nombre de noyaux est important, c'est-à-dire que si vous prenez un élément de matière dans lequel un noyau n'est pas seul, dans ce cas-là, la désintégration radioactive subit une loi représentée par une courbe décroissante. Concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en maths, vous avez des comportements d'ensemble entre quand une particule, c'est aléatoire, mais quand vous en prenez plusieurs, vous pouvez faire des statistiques et obtenir des lois. Et donc là, on peut montrer que dans ce cas-là, la désintégration d'un élément de matière où le nombre de noyaux est important suit une courbe décroissante. Décroissante, donc si je vous la montre ici, ça veut dire que cette courbe, je laisse la définition. Décroissante, ça veut dire qu'au cours du temps, le nombre de noyaux radioactifs va baisser au cours du temps. On définit ce qu'on appelle la demi-vie, T1,5, d'un noyau radioactif qui est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux initialement présents dans un échantillon se soient désintégrés. Cette durée est propre à chaque type de noyau, donc chaque type de noyau a un T1,5 différent. Par exemple, pour le carbone 14, c'est de 5700 ans. 5700 ans, concrètement, ça veut dire qu'au bout de 5700 ans, il y a la moitié des noyaux qui se sont désintégrés. Donc si au départ, vous aviez, je prends un t égale 0, vous aviez 100 noyaux, 5700 ans après, il va en rester 50. Les 50 seront désintégrés. 5700 ans encore après, vu que vous en aviez 50 à 5700 ans, 5700 ans encore après, bah, il vous en restera donc la moitié des 50 qui vous restent, donc c'est-à-dire 25, etc., etc., etc. Donc c'est pour ça qu'ici, regardez bien, on vous représente ici le T1,5, vous avez N0. Si vous prenez la moitié, N0 sur 2, par définition, c'est le T1,5. Par rapport à ce T1,5, à ce N0 là, si vous divisez par 2, donc le N0 sur 2, vous arrivez à N0 sur 4. Et bien dans ce cas-là, vous serez à 2 T1,5, c'est-à-dire 2 fois la durée de T1,5 par rapport à la précédente. Si vous êtes à N0 sur 4 et que vous divisez par 2, ici, donc là, vous serez à 3 T1,5, etc., etc., etc. Donc retenez bien T1,5, c'est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux initialement présents dans un échantillon microscopique se soient désintégrés. C'est important de comprendre ça. N0, N0 sur 2 par définition T1,5. N0 sur 2, si vous voulez diviser par 2, vous passez à N0 sur 4. Et dans ce cas-là, vous serez à 2 T1,5. Mais 2 T1,5, entre 0 et 2 T1,5, entre T1,5 et 2 T1,5, il y a un seul T1,5. Ben, c'est bien normal qu'entre T1,5 et 2 T1,5, il y a un seul T1,5, puisque vous passez de N0 sur 2 à N0 sur 4, donc vous divisez par 2. Là, entre 3 T1,5 et 4 T1,5, il y a 1 T1,5. Et on est passé de N0 sur 8 à N0 sur 16. Donc c'est bien cohérent. On a bien divisé par 2 le nombre initialement présent. Alors ensuite, donc on vous dit ici que la décomposition, donc elle est bien entendu spontanée. Vous formez donc un noyau alpha, donc un noyau d'hélium, des protons, des neutrons. Ça peut être aussi des particules, un rayonnement gamma. Donc la courbe représente l'évolution donc du nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps. Ça suit une loi mathématique décroissante. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, comment on utilise ça dans la datation. Quand vous mourrez, en fait, quand vous vivez, en fait, vous avez un échange entre le carbone qu'il y a dans l'air et un échange avec le carbone qui est dans votre corps, de fait par la respiration. Vous mourrez, vous stoppez tout ça. Donc quand vous stoppez tout ça, vous ne régénérez pas vos atomes de carbone qui est dans votre corps. Donc en gros, euh, quand vous mourrez, vous constituez un nombre N0 d'atomes de carbone 14. Ce nombre d'atomes de carbone 14 va forcément décroître à partir de votre mort, puisque vous ne le renouvelez pas. Donc c'est pour ça, comme ça, qu'on peut, dans les êtres vivants par exemple, retrouver la date des morts, si bien entendu vous n'êtes pas au-delà de 5 T1,5, c'est-à-dire pour le carbone 5 T1,5, ça fait en gros, si on fait 5700 ans, si on dit 6000, on est à peu près à 30 000 ans. Donc si on est au-delà de 100 000 ans, en gros, ça marche pas. Mais pour tout ce qui est en dessous de 100 000 ans, la datation carbone 14 est très bien appropriée. Donc parce que ça permet de retrouver ce fameux T0 là, l'instant de la mort, parce on suppose que donc qu'à chaque fois que vous divisez le nombre par 2, il s'est écoulé T1,5. Ensuite, je pense que vous avez un essentiel en schéma. Donc l'essentiel en schéma, je le trouvais très intéressant. Pour la simple et bonne raison, regardez bien qu'il vous fait en image à peu près une vision d'ensemble. Donc ici, si vous partez
ici on vous dit que dans l'univers, donc vous avez un schéma ici pour vous représenter l'hydrogène et l'hélium, donc les deux éléments principaux de l'univers. Donc vous avez des éléments chimiques qui sont stables. On vous montre aussi dans les étoiles et les supernovas. Donc étoiles et supernovas, c'est quand les étoiles vont exploser. Donc dans ce cas-là, vous avez synthèse d'éléments chimiques par réaction nucléaire. Ensuite, vous avez des éléments chimiques radioactifs et eux qui sont instables. Donc, lors à l'instant des intégrations aléatoires pour un noyau individuel, donc pour un noyau isolé, seul, les échantillons macroscopiques, c'est-à-dire les échantillons qui contiennent beaucoup donc, de noyaux, donc peuvent être caractérisés par leur demi-vie et surtout par un nombre qui va décroître au cours du temps. Comme on l'a déjà dit ici. Ensuite, sur Terre, vous avez des éléments majoritairement présents qui sont l'oxygène, le fer, le silicium et le magnésium. Et enfin, pour les êtres vivants, carbone, hydrogène, azote, oxygène. Je pense que voilà, je pense que cette image-là est assez utile pour avoir une vision d'ensemble de ce chapitre. J'espère que ce chapitre, cette vidéo vous sera utile.